À la une ce soir, aucune décision prise concernant l'usine du Galion. Le dossier a été abordé hier en séance plénière, mais les élus attendent d'avoir tous les éléments pour se prononcer. Les devis de réparation de la chaudière sont en cours de préparation. L'insertion dans le monde du travail par le jardinage, une formule proposée par l'association Patronage Saint-Louis qui assure les formations au métier de l'horticulture depuis 5 ans. Nous les avons rencontrés dans le cadre de la semaine de l'insertion par l'activité économique. Le raid des Alizés se prépare, 225 participants s'affronteront dans des épreuves multisports dès demain. Elles ont pris leur marque ce matin à l'ancien camp militaire du François. Et puis Max Mona est notre invité ce soir. Il vient nous présenter son premier album baptisé Vérité. Le fils de Jeanne Mona nous parlera de ses projets. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Finalement, le dossier de l'usine Albioma a été traité depuis hier soir en séance plénière de la CTM, mais la décision finale a été reportée. Les professionnels de la filière canne ne sont donc toujours pas fixés sur leur sort. La chaudière de l'usine du Galion sera-t-elle réparée ou raccordée à la centrale Albioma? Les élus attendent les devis pour se décider. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Réparer la chaudière du Galion, la troisième solution avancée hier lors de la séance plénière de la CTM scandalise les professionnels du secteur. Déjà mobilisés hier, les planteurs dénoncent une fois de plus la légèreté avec laquelle la CTM traiterait le dossier. Faut pas quand même se moquer de nous à ce point. Je suis désolé, le président de la SEM du Galion, qui est un élu, a eu l'occasion de nous convoquer un conseil d'administration en urgence pour prendre des décisions. Il s'est lui-même exprimé en disant qu'il ne va pas prendre le risque de mettre en fonction la chaudière. Voilà que c'est lui, à la CTM, qui présente une solution. Il aurait pu nous présenter cette solution il y a 6 mois. Pas plus tard qu'hier, nous avions un technicien là, du Galion spécialisé dans l'entretien et l'utilisation de la chaudière qui, pour lui, ça lui paraît impossible. Et pour lui, ça sera une routine qui ne va pas durer dans le temps. Même son de cloche du côté des 70 salariés de l'usine du Galion. Face à la valse hésitation des élus, ils s'inquiètent pour l'avenir de la structure et donc la pérennité de leurs emplois. Depuis ce matin, ils ont stoppé leur activité et souhaiteraient des explications de la part de leur président, Richard Barthéléry. Nous aimerions qu'ils viennent et puis nous donner des explications. Parce que nous, au départ, ce qu'on avait entendu comme projet, c'était pas cela. Déjà, nous n'avions plus d'emploi, ça c'est sûr, mais c'est toute une chaîne, c'est toute la filière canne sucrum qui risque d'en pâtir parce que quand même il y a un certain nombre d'emplois autour de cette filière et il y aura un grand nombre de personnes qui resteront sur le carreau. À quelques mètres de là, sur le site de l'usine de biomasse Albioma, on attend également d'être fixé. 2 ans après le début des travaux, le projet de 185 millions d'euros est sur le point d'être livré, mais impossible pour l'heure de savoir si les 2 usines fonctionneront un jour ensemble, vocation initiale de l'usine de biomasse. S'il n'y a pas de raccordement, ça n'empêchera pas la centrale de fonctionner. Mais elle aura un fonctionnement, je veux dire, un peu atypique. On parle beaucoup de l'autonomie énergétique. Là, vous avez un outil qui participe pleinement à cette démarche-là. Par contre, si on veut être prêt pour la campagne, donc il faut des travaux de raccordement. Et ces travaux de raccordement durent entre 4 et 5 mois. Ça veut dire que si aujourd'hui on commence les travaux, on ne sera prêt qu'à la mi-mars. Mi-mars, la période pourrait donc coïncider avec le lancement de la campagne sucrière. Nul ne sait encore quelle option sera choisie par la CTM. Raccordement, réparation ou remplacement de la chaudière défectueuse. 2 dernières solutions qui nécessiteraient l'arrêt de l'activité du Galion durant plusieurs mois, voire plusieurs années. Une plénière exceptionnelle devrait être programmée en décembre pour régler la question. Et puis, toujours dans le cadre des dossiers traités lors de la plénière d'hier, les élus de la CTM ont déposé une motion pour demander au président de la République, au Premier ministre et à la ministre des Outre-mer de retenir la Martinique comme territoire d'expérimentation de la réétatisation du RSA pour l'année 2018. Ils ont rappelé l'importance des restes à charge, 74 millions d'euros hérités des transferts de compétences de l'État vers les collectivités départementales et régionales depuis 2005 qui ont été évalués à près de 600 millions d'euros.
S'insérer dans la vie active par le jardinage, c'est ce que propose l'association Patronage Saint-Louis qui forme depuis 5 ans des salariés au métier de l'horticulture. Nous les avons rencontrés aujourd'hui dans le cadre de la semaine de l'insertion par l'activité économique. Il faut savoir que 3000 salariés en Martinique sont concernés par ce type d'emploi. Voyez ce reportage de Sandrine Claude. Là, nous sommes en train de faire du désherbage manuel et du repoutage. Et là, il est en train de faire du fascinage. C'est ajouter de la terre à un pot qui est en manque de la terre, justement. C'est pour booster la plante. Des gestes et des termes que Kevin ne connaissait pas avant d'intégrer il y a 1 an le chantier d'insertion. S'orienter vers les métiers de l'horticulture, une évidence pour le jeune homme qui reconnaît être monté en compétences. J'aime les plantes, je travaille dans ça, je fais ça à la maison. Bon, qu'est-ce que j'ai appris? Bon, débardage, bon, comment dire, des petits trucs que je n'avais pas trop faire. Ouais. Si les conditions de travail peuvent s'avérer parfois difficiles en plein soleil, ici, la bonne humeur est de mise. C'est la joie de vivre tout le temps et puis voilà. Il faut toujours avoir cette petite entente-là parce que lui là, putain, ouais, c'est un dormeur. Mais ça va, avec lui ça avance. Un esprit de famille qui a facilité l'intégration de Marie, originaire de la Dominique. Après avoir enchaîné les petits boulots, elle a fait le choix de se professionnaliser en jardinage. Moi, j'ai dit que j'ai envie de changer un petit peu. Travailler avec un groupe qui touche un petit peu la terre, de jardinage, pépinière. Connaître un petit peu le nom des plantes. Connaître comment diviser les plantes, de faire le boutillage. Ce travail me convient pour le reste de ma vie. L'atelier chantier d'insertion compte 15 bénéficiaires. Si l'activité principale reste l'horticulture, les salariés sont formés à plusieurs métiers. Notre mission première, c'est de former des salariés à l'acquisition de compétences, nos compétences clés. Nous, on travaille c'est vrai, sur la capacité compétences professionnelles, sur le support production horticole, mais ce qui compte pour le salarié, c'est son projet professionnel personnel. Pour valider leur formation, les bénéficiaires du chantier passeront un examen début janvier. À la clé, un certificat de qualification professionnelle qui viendra récompenser leur dur labeur. En Martinique, 28% des chantiers d'insertion concernent l'agriculture et les espaces verts. Autre formule d'insertion, partons en Guadeloupe avec une action baptisée « Un jour, un métier en action ». EDF a permis à des jeunes souffrant de handicap de pouvoir découvrir les différents métiers qui leur sont accessibles dans la structure. Voyez ce reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Un jour, un métier en action, initié par EDF Archipel Guadeloupe et qui s'intègre dans le cadre de la Semaine de l'emploi des personnes handicapées, a accueilli cette année une dizaine de travailleurs dans les locaux de l'entreprise publique, mais qui n'ont pas souhaité être filmés. En collaboration de Cap Emploi et de la JUFIP. L'objectif pour nous, c'est de sensibiliser le personnel du groupe à la question du handicap et de lever certains préjugés. Parce que vous savez bien qu'il y a des handicaps qui sont visibles et d'autres qui sont invisibles. Alors, à cette occasion, comme je le disais tout à l'heure, 11 personnes en situation de handicap sont reçues aujourd'hui et vendredi dans des groupes différents, des services différents et sur des emplois et des métiers différents. Cette année, on a décidé d'en faire plus parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a vraiment des préjugés à lever et le regard, il faut le changer vraiment. Tout comme Sandro, certains de ces travailleurs pourraient intégrer la structure. Conseiller clientèle au service trésorerie, titulaire d'un diplôme en comptabilité, son intégration s'est particulièrement bien passée. Tout de suite, j'ai été accepté à la trésorerie et j'ai été très bien accueilli par mes collègues, les encadrants, mes collègues aussi, conseillers clientèle. Donc j'ai été très bien encadré, très bien accepté. Bon, il y a toujours des améliorations à faire, mais je n'ai pas trop à me plaindre. Amélioration parce que la situation d'handicap, surtout de nos jours, n'est pas toujours visible. Et on doit faire attention à l'autre, sans rester dans le jugement. Et ça, c'est pas toujours évident, ne pas juger, comme on dit. Ça a été une belle opportunité pour moi, déjà de travailler pour le groupe EDF. C'est déjà une belle opportunité. Donc lorsqu'on entre en situation de handicap, c'est vrai que
On a envie de faire ses preuves aussi. C'est pas montrer plus que l'autre, hein, juste faire ce qu'on a à faire. Un jour un métier en action a été initié en 2006 et s'inscrit dans une démarche sociétale favorisant la diversité des employés. L'entreprise publique peut également proposer à ses salariés en situation de handicap une période de professionnalisation ou encore un CDI. Direction la Guyane à Saint-Georges de l'Oyapock. Plus précisément, depuis 2 ans, la municipalité et l'université se mobilisent pour permettre aux jeunes de la commune de pouvoir poursuivre leurs études. Objectif, améliorer les formations dans cette partie du territoire. Voyez ce reportage de Stéphane Govana. Poursuivre ses études, c'est désormais possible dans l'Est guyanais. Le DAEU ou encore le pré-DU sont maintenant accessibles aux jeunes de Saint-Georges. Olivier Jean-Baptiste est un de ceux qui envisagent de reprendre ses études. C'est important de reprendre les études parce que ça te permet de faire les remises à niveau. C'est une chance d'étudier aujourd'hui, tu vois, d'avoir ce que tu as perdu avant. Tu as le temps aujourd'hui d'étudier ce que tu n'as pas pu prendre avant, tu vois. Moi, je ferais ça pour que j'ai reçu mon diplôme parce que je voulais avoir mon diplôme pour que je travaille. Le diplôme d'accès aux études universitaires, c'est l'équivalent du bac pour des personnes qui ont arrêté précocement leurs études, notamment par exemple les Oyapokois qui n'ont pas accès au lycée puisqu'il n'y a pas de lycée dans la commune. Et donc il s'agit de leur permettre d'augmenter leur niveau de qualification en ayant l'équivalent du bac. Donc nous entamons actuellement la rentrée universitaire et cette année nous allons proposer donc le DAEU et le pré-DU qui est l'équivalent d'un bac plus 1. Nous avons recensé les inscriptions et nous en sommes à 30 pour le DAEU et une trentaine pour le pré-DU. Systématiquement, ce chiffre va en augmentant. Chaque année, nous recensons de plus en plus d'inscrits et de personnes intéressées par ces formations. Et le fait d'avoir le bac, en tout cas l'équivalent du bac qui est le DAEU, permet d'accéder à des concours de la fonction publique par exemple et à d'autres formations de type universitaire. Donc c'est une chance qu'il faut saisir. Les cours devraient commencer au courant du mois de décembre, mais les candidats pourront encore s'inscrire jusqu'en début 2018 à la médiathèque de Saint-Georges. De retour Martinique et place au sport avec le raid des Alizés qui se prépare. À la veille de la compétition 100% féminine, les participantes ont pris leur marque. Par équipe de 3, elles se sont entraînées dans l'ancien camp militaire du François et Johan Boulard les a rencontrées. Regardez. De l'eau, la nautique là, ça y est, je vois, vous l'avez fait les filles. Fin du parcours d'obstacles marins pour Anne, Maïder et Christelle. Ces 3 amis ont posé leurs bagages sur notre île pour porter le dossard du raid des Alizés. On adore le sport et on s'est dit que là c'était vraiment l'occasion de pouvoir tester nos performances à l'extérieur. C'est vrai que pour nous, en tout cas moi qui suis citadine, c'est une opportunité, c'est génial quoi. Comme elle, 75 équipes de 3, soit 225 candidates ont pris part à cette journée d'acclimatation composée de 2 parcours. Le second terrestre et en milieu hostile, la mangrove. Une matinée difficile certes, mais pas de quoi impressionner ces habitués du haut niveau. Il a fallu affronter certaines peurs et puis il a fallu plonger dans des situations qui ne sont pas très confortables. Donc j'ai pas de doute sur la suite. Je sais pas trop ce qu'il y a en dessous le bassin parce que c'est de la boue, c'est dégueulasse, ça pue. Donc voilà, donc c'est une aventure, on s'accroche aux branches, on avance. Très clairement, on va y aller au mental. Mais on va aussi se tester, on va apprendre à se connaître mieux, à connaître les autres alizés, à partager. Le raid des Alizés, un moment de partage, de découverte et aussi d'altruisme. La destination fait rêver, donc voir l'île, découvrir effectivement tout ce qu'elle peut nous offrir. Et puis vivre ça à 3 surtout, c'est l'amitié qui va primer sur notre aventure. Et le but du raid aussi, c'est aussi de suivre une asso. Et donc les aventures de Noan qu'on suit. Et ça nous motive aussi tous les jours pour nous dépasser. L'événement exclusivement réservé aux femmes surfe sur l'explosion de la pratique du sport au féminin. Le sport de prédilection vers lequel elle se dirige, c'est le running. Pourquoi ? Parce que le running ne nécessite pas d'acquis techniques, de prérequis techniques comme peuvent le nécessiter le basket, le foot, le rugby. Et ce raid propose justement notamment des épreuves de running, mais surtout il propose d'autres disciplines qui permettent à ces filles de vivre des sensations encore beaucoup plus fortes que la seule pratique du running. Demain, les choses sérieuses commencent. Première étape du raid des Alizés, une boucle de grande danse à grande danse. Départ, 9h.
Restez avec nous à suivre. Dans cette édition, nous parlerons du ras-le-bol des parents d'élèves du Sud qui sont régulièrement confrontés à d'interminables files d'attente pour payer la cantine de leur enfant. Ils protestent également contre les jours de grève non remboursés. Et puis nous ferons le point sur les ateliers du CERMAC qui ont perdu leur succès d'antan. Certains modules n'ont toujours aucun inscrit. Mais avant, il a un patronyme qui ne pouvait que lui assurer un grand talent dans la musique. Après avoir joué dans plusieurs grands clubs de football martiniquais, il a fait comme son papa et répondu à l'appel de la flûte en bambou et au chant. Max Mona est notre invité du soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors avant de commencer, on va regarder un extrait des clips pour que les téléspectateurs découvrent votre univers, pour ceux qui ne vous connaissent pas bien sûr. Okay. On regarde. Chamberet, pas Molly, parce que c'est Molly qui caminirait. Et puis, Yémisika, est-ce qu'elle a cousa? La couleur d'en bas, est-ce qu'elle a cousa? La couleur d'en bas. Et puis, Yémisika, est-ce qu'elle a cousa? La couleur d'en bas. La coupe à dormi, veillez me cavailler ou c'est-il lumière, moi. Pas vous sentir rien pour sentir parole, moi. Martinique pour elle, c'est authentique. Mais à écouter les autres, tout fait comprendre que c'est moi qui suis critique. Pas garder les autres, payer les tous apports, mais ouvrir la porte et moi-même. Garder nous ces autres, authentiquement, yeah. Authentiquement, qu'arrêter. Authentiquement, yeah. Authentiquement, qu'à parler. Alors, cela fait 10 ans déjà que vous avez déjà répondu à l'appel de la musique. Alors, dites-nous pourquoi avoir attendu autant de temps avant de sortir votre premier album? Tout simplement parce que l'envie n'était pas encore là. Et puis, c'est vrai que je ne ressentais pas l'envie de faire de la musique et puis de poursuivre le chemin. Mais en fin de compte, je me suis retrouvé confronté à la musique, tout simplement. Donc, j'ai fait que répondre à l'appel. Et puis, le sang a parlé, on va dire ça comme ça, quoi. Alors, vous avez baptisé l'album Vérité. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais des choses à dire. Et puis, je pense que sur certains morceaux, c'est des petits morceaux de vie ou bien des vérités qui sont là et puis qui sont évidentes, quoi, comme la violence et puis le savoir manger, la pollution dans ce qu'on mange et puis toutes les maladies qu'on attrape, quoi. Donc, j'avais besoin de dire ça et puis de m'exprimer. Ça me permet de m'exprimer après un petit peu une petite carrière de footballeur, quoi. Alors justement, quels sont les thèmes qui vous inspirent au quotidien? Comment vous faites pour trouver votre inspiration? C'est-à-dire que moi, j'ai une façon de composer qui est pas, qui est personnelle, quoi. C'est-à-dire que je me fixe pas de sujet en fin de compte. C'est lorsque je commence à écrire, je poursuis sur ce qui est venu dans ma tête, quoi, tout simplement. Et puis j'écris pas d'un coup, quoi. Ça se fait en plusieurs étapes. Je suis un peu éparpillé. Et ensuite, après, je recompose le morceau, quoi. Alors, vous êtes habitué de la scène puisque vous avez participé à de nombreuses fêtes patronales. Vous avez fait la Trium, le Grand Carbet et même le Zénith à Paris. Alors, quel rapport avez-vous avec le public? Un bon rapport, hein. C'est-à-dire que, c'est vrai qu'avec le nom, ça aide, mais en fin de compte, c'est à double tranchant, quoi. Parce que moi, je considère que monter sur scène, il faut avoir une attitude et puis il faut savoir ce qu'on fait, quoi. Donc j'ai pris le temps d'apprendre, surtout d'apprendre, prendre le temps d'apprendre le b.a.-ba et puis d'aller apprendre comment se comporter sur scène et puis comment créer une relation avec le public. Donc voilà, quoi. Mais ça se passe, en général, ça se passe bien. Alors vous ressemblez beaucoup physiquement à votre papa. Quelles sont les autres similitudes? On le voit d'ailleurs à l'antenne, la ressemblance est frappante. Quelles sont les autres similitudes, mis à part la ressemblance physique? Peut-être la voix un petit peu, mais c'est vrai que je ne cherche pas à imiter mon père. Chacun a sa carrière, chacun a son chemin. Moi, j'essaye de poursuivre le chemin qu'il a tracé avec toutes les difficultés qu'il a eues et toutes les joies aussi qu'il a apportées au peuple martiniquais, quoi. Donc, je sais qu'il est gravé, il est tatoué sur la Martinique, quoi. J'entends parler de lui tous les jours, pratiquement depuis que je suis revenu en Martinique. Ça fait 20 ans maintenant. Donc, c'est vrai que moi, lorsque je suis revenu ici en 97 pour mon service militaire, c'est vrai que ça m'a un peu surpris, quoi, en fin de compte, de voir la présence qu'il avait toujours après tant d'années qu'il n'était plus là, quoi. Donc ça m'a fait prendre conscience, quoi, de beaucoup de choses. Et justement, porter Mona, est-ce que ça vous met une pression ou est-ce que ça vous a aidé dans votre carrière pour accéder plus facilement à la scène?
Non, pas du tout. C'est pas, on va dire aider, oui, mais en fin de compte, bon, moi, j'ai répondu à certains appels de personnes qui voulaient travailler avec moi, tout simplement, mais je n'ai pas de pression particulière parce que je sais que ce que je le fais parce que j'ai une identité maintenant. J'ai pas subi la pression qu'il y avait si j'avais vécu avec lui en Martinique pendant des années, quoi. Moi, j'étais en métropole pendant près de 17 ans, donc voilà, quoi. Je n'étais pas confronté à ça, donc ça m'a permis de me créer moi-même, quoi, en fin de compte. Donc c'est une bonne chose, mais bon, ce que vous voulez, c'est ça. Après 10 ans de scène, quels sont vos plus beaux moments? Est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué particulièrement? Ben, le moment qui m'a marqué le plus c'est l'Atrium, pour le projet l'héritage Mona à l'Atrium. Donc participer à ça, ça m'avait marqué parce que bon, il y a Claude Cabi qui avait réalisé une photo, en fin de compte, quand je chantais une chanson qui s'appelle Pitié, la prière de l'esclave. Et puis, il m'a montré la photo. En fin de compte, ça m'a marqué parce que, bon, naturellement, j'ai des expressions, mais c'est vrai que quand je vois l'expression que j'ai quand je chante, c'est quand je me vois après des années après, je me dis que, bon, il y a quelque chose quand même. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci bien. Et c'est le moment de nous rapprocher un peu plus de vous. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence avec ce coup de gueule des parents d'élèves du Sud, des files d'attente interminables, des méthodes de paiement limitées, des remboursements de jours de grève non assurés, les griefs contre la SOGES qui assure les repas scolaires se multiplient. La direction de la SOGES n'a pas souhaité s'exprimer face à notre caméra, mais nous a assuré que la situation rentrerait dans l'ordre d'ici le mois prochain. En attendant, les parents d'élèves prennent leur mal en patience. Voyez les réactions recueillies par Sandrine Claude. La problématique, c'est qu'il y a toujours autant de monde, qu'il n'y a plus le paiement qui se faisait à la poste, où on pouvait payer par mandat, donc ça faisait moins de personnes sur le lieu pour payer. Et là, on se retrouve encombré avec beaucoup de parents, de petits-enfants bas âge, de femmes enceintes. On arrive là à peut-être 8 heures, on termine à 10 heures, 2 heures d'attente, ça n'avance toujours pas. C'est seulement les jours où il y a eu de mauvais temps qu'ils ont remboursé. Donc 2 semaines non scolarisées, je ne comprends pas. Ils nous disent qu'apparemment ils ont fait le repas. Je peux comprendre qu'ils étaient surpris au début, mais en 2 semaines de grève, vous avez bien vu qu'il y a grève, je ne vois pas pourquoi vous faisiez le repas ou bien quoi. Je ne comprends pas. Alors qui ça? Ou quoi venir payer la cantine ou quoi dans quel poule? Ou quoi dans quel poule? Moun ka attend un seul gars qui est là et il y a 3 fenêtres. Ils auraient pu changer de siège ou bien trouver un autre endroit pour pouvoir arranger les parents. Parce que les parents ils sont là, ils perdent leur temps. Tu sors du travail, tu veux payer la cantine pour ton enfant, tu n'es pas d'accord? T'es pas d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a du monde. Tu vois pas, l'enfant ne mange pas après. C'est pas normal que les enfants ont manqué 2 semaines d'école, de scolarité et qu'on nous rembourse seulement 3 jours. D'autant plus que nous avons payé la cantine du mois de septembre. Donc on aurait pu au moins nous rembourser 1 semaine et même 3 jours en plus. Direction le centre maintenant où le problème est complètement opposé. Les ateliers du CERMAC ne semblent plus susciter autant d'intérêt. Fini les files d'attente pour réussir à s'inscrire. Certains modules n'ont carrément aucun participant. Hubert Bornil et Michelet François se sont rendus sur place. Regardez. Comme vous le voyez, j'ai rejoint les élèves de l'atelier Stilpan du CERMAC. Comme chaque année, ils sont assez nombreux à retrouver le CERMAC pour les différents ateliers. Il y en a 30, mais cette année, il faut dire que le démarrage a été un peu tardif. Le parc floral et ses ateliers du CERMAC, une histoire vieille de plus de 50 ans, un lieu qui a vu passer des générations d'artistes. Les signes cette année semblent encourageants. Nous avons une trentaine d'ateliers au CERMAC, donc dans les départements musique, arts visuels et aussi d'expression corporelle. Aujourd'hui, on attend plus de monde, notamment dans le théâtre, parce que nous avons besoin aussi de permettre aux personnes de s'exprimer dans la gestuelle. Ce n'est pas toujours évident, même face à une caméra par exemple. Bien sûr, on est loin de l'effervescence des années 70-80, mais la structure attire encore du monde. Surtout le jeudi soir, j'ai pas de place. C'est quasiment rempli, donc il me semble que ça revient. Ouais. Stilpan, chant, percussion, danse ou théâtre, à chacun son projet. Cette jeune fille a décidé de faire de la batterie et naturellement, elle s'est présentée à l'accueil. On m'a dit pour le moment c'est quasiment complet, il faut que je voie avec le prof directement. Alors je vais le voir, je vais essayer de le convaincre. Voilà.
Doucement, les ateliers se mettent en place. Plus de 2000 inscriptions ont déjà été recensées et le mouvement devrait se poursuivre selon les responsables du CERMAC. Il serait souhaitable qu'on ait plus d'inscrits aux ateliers de théâtre et de créole. Donc le théâtre pour pouvoir améliorer la gestion du stress, etc., etc. Et le créole parce que beaucoup d'étudiants vont présenter le bac cette année et choisissent l'option créole. Donc nous avons une offre particulière qui s'appelle Carrel Bac pour ces jeunes qui s'apprêtent à passer cette épreuve. On peut dire que le CERMAC semble reprendre un peu des couleurs. En tout cas, on peut déjà noter cette date, le 26 novembre, grande journée, porte ouverte. À cette occasion, vous pourrez venir découvrir les différents ateliers et puis savoir les places disponibles. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée demain de 8h à 13h sur le parking de la cité scolaire de la Pointe des Nègres à Fort-de-France. Et puis comme chaque jour ouvré, des collectes seront également organisées à la Maison du Don au CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans un instant avec Anche. À tout de suite.